Bonsoir à tous. Tanama, donc vous le savez, est un mot taïno qui signifie papillon. Symboliquement, nous évoquons l'âme, l'esprit, la transformation, le changement, à travers des sujets qui vont nous amener au carrefour du sociétal et du sanitaire, du culturel, du coutumier, du bien-être et du soin, du traditionnel et du médical, pour provoquer le changement en toute positivité, en apportant informations, conseils, solutions en gants, parce que l'éveil à nous-mêmes est le premier pas vers un mieux-être et un meilleur vivre ensemble. Cette émission est tout public. Elle est proposée par Amalgame Humanis, association caritative originellement et depuis plus de 30 ans en faveur de l'enfance défavorisée, des publics dits empêchés et de lutte contre les discriminations et les violences, notamment LGBTQI-phobes et intrafamiliales. Elle porte 2 lignes d'écoute, la voix arc-en-ciel à destination des personnes LGBT et la ligne prévention suicide. Ce soir, nous parlons du cyberharcèlement. Donc c'est une problématique sociétale, globalisée, qui s'exprime sur nos territoires en Outre-mer, dans l'Hexagone, en Europe, comme partout dans le monde. Il s'appuie donc sur les nouvelles technologies d'information et de communication et les réseaux sociaux qui leur sont congénitaux, offrant une certaine impunité, si on peut dire, à des jeunes livrés à elles-mêmes, bien souvent face à leurs écrans. Sous couvert d'autonomisation de la jeunesse, des enfants à la faveur de la technologisation et la dématérialisation des interactions sociales, professionnelles et éducatives, le contrôle et l'encadrement des comportements des enfants seraient, faut-il le dire ainsi, défaillants, déstructurés aujourd'hui. Et pour cause, les nouvelles structures se métissent ou sont remplacées par des cadres virtuels. Un rapport sénatorial a été publié fin 2021 sur le cyberharcèlement, dont la sénatrice rapporteure sera avec nous ce soir, avec quelques-unes de ses collègues. Nous en parlons donc ce soir avec nos invités. Nous avons d'abord la sénatrice Colette Mello, sénatrice de Seine-et-Marne, qui est avec nous depuis l'Hexagone en visio. Bonsoir. Nous avons la sénatrice Sabine Van Egg, sénatrice du Pas-de-Calais, également Bonsoir. depuis l'Hexagone. Et puis sur le plateau, ce soir, nous avons Victoire Jasmin, sénatrice de Guadeloupe. Bonsoir, Madame Jasmin. Bonsoir. Nous avons l'adjudant-chef Anthony Guéguin de la gendarmerie, mais de la Maison de la protection des familles. Et enfin, Madame Bonsoir. Patricia Letourneur, assistante sociale en milieu scolaire et membre du réseau départemental d'intervention. Alors avant de leur passer la parole, nous allons regarder une petite vidéo qui va nous montrer que le cyberharcèlement est un sujet brûlant et qui concerne donc toutes nos sociétés. On regarde ça tout de suite. Sont plus victimes de harcèlement, sont victimes de harcèlement. Est-ce qu'on peut revenir sur la vidéo? Donc, on voit sur la vidéo, on verra donc un graphique qui montre que on va dire les pays les plus concernés par le cyberharcèlement, la France n'arrive pas dans le peloton de tête, mais quand même figure parmi les 10 ou 11 premiers pays concernés par le cyberharcèlement. « 9% par rapport à cette étude de l'Ipsos. On voit ensuite, donc on voit qu'il y a pas mal d'études qui sont faites statistiques. Donc un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école, un enfant sur 16 victime de harcèlement sévère. On sait aujourd'hui que on va en parler après, hein, plus en détail, que dans beaucoup de cas, on arrive à des cas où les enfants vont s'infliger en tout cas certaines violences. On peut parler de suicide, etc. Ici, on voit une campagne au Canada, prévalence du cyberharcèlement selon les régions, 8% chez les femmes, 6% chez les hommes. Donc on parle chez les adultes, c'est aussi un phénomène chez les adultes, notamment dans les couples. Ici, on voit des coupures de presse. Donc dans les derniers jours, il y a eu pas mal
de publications sur la santé mentale, le cyberharcèlement, etc. Mais on pourra voir qu'il y a des publications qui datent de 2021, mais aussi de 2014, etc. Donc c'est quand même une problématique qui nous concerne et qui nous préoccupe depuis très longtemps. Ici encore des visuels de campagne en direction des jeunes, justement, pour leur dire comment mieux se comporter, comment se protéger sur les réseaux sociaux. Et puis on va dire aussi qu'il y a une méconnaissance de la cyberviolence et de la loi, on va pouvoir y revenir. Et enfin, on reviendra en fin d'émission sur l'Internet et la haine et Camélia, qui sont deux publications que vous pouvez acheter pour aborder cette question avec vos enfants. Donc on va y revenir. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on va parler avec nos invités, on va parler d'abord avec Monsieur Guéguin, donc de la Gendarmerie nationale. Comment est-ce qu'on peut définir la violence et est-ce qu'on peut avoir un peu une idée de ce qu'on peut appeler une violence traditionnelle et une nouvelle forme de violence aujourd'hui? Tout d'abord, une forme de violence. Les violences, c'est tout acte qui est fait dans le but de nuire à toute autre personne. Donc il y a deux grandes formes de violence. Les violences qui sont volontaires, qui là nous intéressent, et les violences qui seront plutôt involontaires. Ensuite, il y a plusieurs types de violences. On va retrouver les violences physiques. Tout d'abord, les violences verbales, les violences psychologiques et ce qu'on va appeler les violences particulières, les violences intrafamiliales. Donc ça sous-entend la maltraitance et également les violences conjugales. Voilà. Ensuite, les violences, ce qu'on peut appeler violences traditionnelles, tout ce qui est vol, tout ce qui est atteinte aux biens et aux personnes, comme on peut l'entendre. Là, quand on parle de cyberharcèlement, ce serait plutôt dans les nouvelles tendances, nouvelles qui commencent déjà un petit peu à dater, puisque il y a la notion d'Internet. D'accord, d'Internet. Alors, Madame, je me trouve Madame Le Tourneur. Donc les violences, on sait que c'est une nouvelle forme de violence qui date effectivement, les réseaux sociaux, en tout cas le téléphone portable, etc., ça fait quand même déjà quelques années. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, donc ce cyberharcèlement, il est souvent en lien avec le harcèlement scolaire? Comment est-ce que ça s'exprime justement dans les établissements aujourd'hui? Alors, concernant cette thématique du harcèlement, on en parle de plus en plus, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en établissement scolaire, on se retrouve avec un certain nombre d'enfants. Dès qu'il y a groupe, il y a phénomène de groupe. Donc, certains enfants, certains jeunes, ça va de l'école primaire au lycée. Effectivement, il y a des actes qui se produisent entre eux. Et c'est vrai que la présence d'un téléphone portable augmente les risques d'altercation. C'est un support qui est utilisé, j'allais dire, de manière banale parce que le système éducation nationale permet dans une certaine mesure l'utilisation de cet outil. On sait très bien que depuis le confinement, la continuité pédagogique est passée par ces supports quand les familles ne pouvaient pas avoir un ordinateur. Donc tous les supports possibles étaient utilisés au bénéfice de cette continuité pédagogique. Mais dans le quotidien, on se rend compte effectivement que les jeunes utilisent, partagent des informations et les plus à l'aise arrivent à s'en sortir. Ceux qui sont les plus fragiles et ne connaissent pas les codes de communication ou les déviances qui peuvent être entraînées dans cette affaire se retrouvent effectivement victimes de harcèlement et donc de cyberharcèlement, puisque comme le disait l'adjudant tout à l'heure, cyberharcèlement, on retrouve effectivement tous les harcèlements de base, j'allais dire, mais à travers l'outil informatique. Et en fait, c'est un peu une mauvaise utilisation de ce support informatique. Tout à fait. Donc, effectivement, donc les violences donc sur les réseaux sociaux sont souvent, on va dire, quelque part l'expression aussi peut-être de certaine naïveté chez les jeunes. Ils ne mesurent pas peut-être la portée de leurs actes. Donc on va revenir, c'est un sujet aujourd'hui qui mobilise aussi le gouvernement depuis déjà quelques années, mais récemment, donc en fin 2021, a été publié un rapport sénatorial, harcèlement scolaire et cyberharcèlement. Je vais montrer donc ici le document.
Donc c'est le rapport d'information, harcèlement et cyberharcèlement, mobilisation générale pour mieux prévenir, détecter et traiter. Donc Madame Victoire Jasmin qui est avec nous ce soir et qui a été à l'initiative aussi de ce rendez-vous. Alors est-ce que vous pouvez nous dire déjà quelques mots sur ce rapport avant qu'on donne la parole à vos collègues? Oui, bonjour à tous. Je tiens à vous remercier pour cette initiative, de mettre en place cette émission. Mais je remercie également mes deux collègues qui ont été effectivement présidente et rapporteur, alors Sabine Van Egg et Colette Mello. Ce sont des collègues qui justement sont avec nous en visioconférence et qui ont fait un travail extraordinaire avec beaucoup d'auditions. Et ce rapport m'a interpellée parce que c'est vrai que, étant sénatrice, mais aussi membre d'association, ancienne cadre de santé et ancienne présidente de fédération de parents d'élèves, donc j'avais déjà un certain nombre d'éléments qui me permettaient d'être inquiète par rapport au mésusage, je dirais, de l'Internet, parce que c'est un outil fabuleux. C'est un outil qui permet effectivement d'échanger. Il y a au niveau pédagogique, comme ça vient d'être dit par un interlocuteur précédent, c'est vrai que c'est un outil qu'on peut utiliser pour la pédagogie, pour la connaissance, pour en quelque sorte grandir et apporter un plus dans la société. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants, pour le cas qui nous concerne, en milieu scolaire, eh bien, souffrent à cause justement du mésusage, du mauvais usage de l'Internet et le cyberharcèlement. Et nous avons vu récemment eh bien, plusieurs jeunes qui ont mis fin à leur jour. Il faut dire les choses également. Ça va jusqu'au suicide, au passage à l'acte. Et là, c'est incompréhensible. Donc aujourd'hui, j'aurais préféré que ce soit mes collègues qui en parlent davantage parce qu'ils sont les auteurs de ce rapport. Et il y a effectivement un texte qui a été proposé également par le gouvernement qui va être promulgué très rapidement. Mais je crois que nous sommes dans un département où il y a déjà un fort taux de violence intrafamiliale, beaucoup de violences aussi faites aux enfants, mais également des violences conjugales. Et là, nous devons tout mettre en œuvre très tôt pour éviter évidemment que nos enfants ne soient encore des victimes de ce cyberharcèlement qui a déjà commencé depuis des années, c'est vrai, mais nous pouvons aujourd'hui tout faire grâce à ce rapport qui donne un certain nombre de pistes. Merci. Très bien. Alors, quand on parle justement de cyberharcèlement, je pense qu'il faut dire les choses concrètement. Monsieur l'adjudant, est-ce que vous pouvez nous dire quelle forme prennent justement il y a le cyberharcèlement, mais il y a aussi une cybercriminalité chez les jeunes. Est-ce qu'on peut donner quelques informations justement sur ces faits? Oui. Donc déjà, il y a deux types de victimes. Il y a le cyberharcèlement vers les jeunes, effectivement, vous l'avez cité tout à l'heure, tout ce qui est en rapport avec les violences conjugales, où notamment le téléphone portable va être utilisé pour nuire aux partenaires. Ensuite, le cyberharcèlement, souvent le problème c'est que les jeunes voient ça, que ce soit pour le cyberharcèlement ou autre, comme un jeu. Et bien souvent ça déborde. Donc la difficulté c'est de leur faire comprendre que tout peut partir d'un jeu, mais il peut y avoir des suites beaucoup plus graves. Ensuite, pour tout ce qui est cyber, donc il n'y a pas que le cyberharcèlement, on va retrouver tout ce qui est le trafic de photos, la pédophilie. On va retrouver également ce qu'on appelle le chantage au sentiment pour les plus vieux. Donc c'est vrai qu'il y a plus de crimes et de délits. Par contre, où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, c'est pas Internet qui est dangereux, c'est un outil, effectivement, là je vous rejoins, c'est un outil formidable. Après, il faut donner les clés, et notamment aux enfants et à nos enfants, pour savoir l'utiliser correctement, puisque c'est effectivement le problème, c'est la mauvaise utilisation d'Internet. Et je pense que c'est là où il faut qu'on travaille tous. D'accord. Alors nous allons rejoindre les sénatrices Mello et Van Egg dans l'Hexagone. Est-ce que vous nous entendez? Oui, alors voilà, on aimerait... Est-ce qu'on peut faire un point justement déjà sur l'étendue du phénomène dans l'Hexagone? Quel est le constat qui a été fait et qui a amené visiblement à ce rapport d'information très fouillé? Est-ce que vous pouvez nous dire, alors Madame Mello? Ah, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro?
Non, on n'entend toujours pas. Le micro n'est pas ouvert. Toujours pas. Moi, j'entends bien. Ah, oui, on entend ici, mais pas... Voilà, pas on vous entend maintenant, c'est bon. Ah. Allez-y. Merci. Voilà, donc cette mission a été créée pour analyser les causes, enfin faire un état des lieux d'abord, et analyser les causes et faire des préconisations enfin, car c'est un véritable fléau contre lequel il faut lutter. Je dois dire que d'après les auditions que nous avons faites et tout ce que nous avons pu constater, au XXIe siècle, il est impossible de dissocier le harcèlement du cyberharcèlement. Et le cyberharcèlement a démultiplié les conséquences dramatiques de ce fléau qui n'épargne personne. C'est un véritable révélateur d'une société de violence. Et c'est l'affaire de tous. Et nous croyons qu'il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation générale pour lutter contre le cyberharcèlement. On considère dans l'Hexagone qu'il y a entre 800 000 et 1 million d'élèves concernés par an. C'est donc à peu près 10%. D'après l'étude que vous nous avez montrée, c'était 9%, mais c'est à peu près dans les mêmes normes. Et c'est énorme, hein, et il faut vraiment lutter et arriver à ce que ce cyberharcèlement ne soit plus aussi fréquent, parce qu'il y a quand même eu cette année, en 2021, 22 suicides dans l'Hexagone. Voilà, donc c'est une entrée en matière. C'est une entrée en matière, effectivement. Alors, ces chiffres sont quand même alarmants. On ne veut pas être alarmiste, mais on veut simplement sensibiliser aussi les parents. Je pense qu'effectivement, on est d'accord que c'est un outil essentiel aujourd'hui, incontournable, un Internet, puisque tout passe par Internet aujourd'hui. Mais en même temps, il y a peut-être un manque de cadre, d'encadrement plutôt, puisque les enfants, moi-même ayant fait une étude pour l'OIH il y a quelques années sur justement les nouvelles technologies ici, les enfants possèdent un téléphone portable de plus en plus tôt, c'est-à-dire l'école primaire, voilà. Je me souviens, à mon époque, quand même, on allait à la vie scolaire pour appeler ses parents. Aujourd'hui, les enfants ont un téléphone, sauf que ce sont les parents qui prennent ces abonnements pour les enfants, qui sont souvent ouverts et qui, en même temps, il y a deux problématiques qui se posent. C'est qu'à la fois, ils ont une fenêtre sur le monde qui peut être très positive, mais qui n'est pas suffisamment encadrée. On a parlé justement de code, on a parlé aussi, ils ne sont pas armés pour comprendre aussi ce à quoi ils font face. Et en même temps, il y a, le fait que les enfants soient beaucoup plus agiles, si je dirais, sur les réseaux sociaux que leurs parents, qui ne sont pas du tout, en fait, comme on dit, cyberlettrés aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une adultification des enfants qui, justement, à travers la possession de téléphones de manière précoce, ont un accès non contrôlé, illimité, en fait, aux réseaux sociaux. Et souvent sur des réseaux sociaux que leurs parents n'utilisent pas. Est-ce que vous avez des échanges, Madame Le Tourneur, avec, justement, des parents d'élèves sur ces questions-là? Alors, la réalité de terrain qui revient par le biais du réseau. On est des professionnels divers, mais dans le cadre du réseau, on a quand même des professionnels de terrain comme les assistants sociaux, les équipiers mobiles de sécurité, qui sont sur place pour un repérage assez rapide des situations. Et c'est vrai qu'à travers les situations que l'on peut avoir, on se rend compte effectivement que de plus en plus, il y a une certaine liberté qui est laissée aux enfants.
Et puis, il y a cet aspect que, eh bien, un enfant a la capacité de tout gérer. Et en fait, je pense que les adultes, sans incriminer X ou Y, puisque dans certaines familles, les choses fonctionnent très bien, les règles sont données, il y a un respect des consignes, il y a une préservation quand même de cette protection de l'enfance, mais dans une moindre mesure, il manque à certains cette manière, j'allais dire, d'éduquer entre guillemets, parce que quand on parle d'Internet, on est en droit de parler d'éducation. S'il n'y a pas d'éducation à cet outil, on voit bien toutes les dérives qu'il y a. D'un côté, c'est vrai qu'on se retrouve avec des parents qui semblent un peu dépassés parce que c'est un outil qui est arrivé, on l'utilise un peu avec légèreté, facilité, et sans penser que le mettre dans les mains d'un enfant qui est mineur, parce qu'on est quand même en milieu scolaire, les élèves d'école et de collège, ce sont des mineurs de moins de 15 ans. Donc, il y a des lois qui sont là pour les protéger. Et les parents, ce sont les premiers à devoir protéger les enfants. Donc, quand eux-mêmes, ils n'ont pas cette capacité de les protéger parce que, eh bien, il y a une méconnaissance, il y a une peur de l'outil, ou on ne l'utilise que sur certains aspects, on pense que c'est plus facile. Le repère aussi qui est fait, c'est qu'effectivement, par facilité, on se dit, ben, on donne une tablette, un portable, comme ça on est un peu plus tranquille, hein, et l'enfant peut nous laisser tranquille comme ça, on peut faire autre chose. Et c'est vrai que c'est une de nos réalités. On l'observe dans la vie de tous les jours, dans la société de tous les jours, cette facilité effectivement à approcher cet outil de l'enfant, et qui, comme par miracle, au fil des années, on se rend compte qu'ils arrivent à utiliser l'outil tout seuls. Ils n'ont pas besoin de prendre des cours. Ils savent très bien où appuyer, comment arriver sur des images. Et si le regard de l'adulte n'est pas là pour vérifier que ben là, ça va trop loin ou faire passer une information, on se retrouve effectivement de plus en plus avec ces dérives. Et ce que je veux rajouter, c'est qu'il y a une banalisation en fait de l'outil en disant mais c'est pas grave, tout le monde a un portable, donc c'est quoi le problème? Et le problème, il est pour qui en fait? Et finalement, la question se pose quand il y a une réelle difficulté à gérer en fait. Et quand on parle de ce cyberharcèlement, quelque part, nous, j'allais dire, éducation nationale, on peut se dire mais c'est du domaine privé. C'est le téléphone portable d'un élève. On est dans le domaine privé. Mais finalement, on se rend compte que ce domaine privé vient se déverser au sein de l'institution scolaire. Parce qu'il y a les camarades, parce qu'un tel a vu, tu n'as pas vu, il y a une vidéo qui circule, il y a une rumeur, il y a une menace, des jeunes qui prennent des risques à faire des photos, transmettent les photos très généralement de manière dénudée en maillot de bain aux petits copains, etc. Et qui très vite, il y a une perte de confiance en fait entre ces jeunes qui finalement diffusent et sans penser que la diffusion, elle est grave et elle est interdite en fait. Donc on est dans cet aspect, c'est très, il y a beaucoup de nœuds. Et il faut arriver à les dénouer et à utiliser un multipartenariat, à informer, mais on va en parler tout à l'heure un peu plus profondément. Alors, on va revenir là sur deux images qu'on a vues succinctement tout à l'heure, justement. Je voulais parler de la typologie des réseaux sociaux, parce qu'on a Facebook, on a Twitter, mais chaque réseau social, on va dire, sa vocation. Facebook, c'est vraiment, on va dire, donc on voit que c'est quand même le plus utilisé aujourd'hui, partout dans le monde d'ailleurs. Ensuite, il y a Instagram qui vient en seconde position, TikTok, Snapchat et Twitter. Twitter est quand même quelque chose de beaucoup plus professionnel. Enfin, on a beaucoup d'universitaires, de journalistes. Enfin voilà, c'est plutôt le commentaire de l'actualité. Snapchat a perdu de la vitesse face à TikTok, mais Snapchat était, si vous le rappelez bien, c'était quand même cette application où on prenait des photos et qui étaient a priori temporaires, mais qui en réalité sont stockés. Il faut savoir que tout ce qu'on met sur les réseaux est stocké quelque part. Hein. Même si ça disparaît, on a l'impression d'avoir un certain contrôle. Et je pense que c'est une chose qu'on ne dit pas assez, c'est qu'on n'a pas un réel contrôle sur ces choses-là. Et je pense que souvent on a l'impression que ce soit sur WhatsApp, on ne parle pas de WhatsApp ici, mais qui est aussi très utilisé. Aujourd'hui, c'est peut-être notre moyen d'échange le plus privilégié, je dirais. Donc on voit ici toute espèce de réseaux sociaux qui existent, mais il y a également des réseaux que nous ne connaissons pas, qui sont utilisés par les adolescents. Donc il y a TikTok qui est de plus en plus utilisé par les adultes.
mais qui, pareil, laisse, on parlait justement de photos dénudées, il y a quand même aussi une espèce de glamourisation, si je puis dire, de l'Internet, de la nudité aussi. Donc ça, les jeunes femmes se mettent nues de plus en plus tôt et de plus en plus, je dirais, sur les réseaux, mais ça va aussi jusqu'à, et c'est peut-être ce qui les pousse ensuite à des cas de suicide, enfin en tout cas de cyberharcèlement sévère, c'est quand finalement des actes privés, intimes, sont mis sur les réseaux et deviennent sujets à, comment dire, violence psychologique ou harcèlement ou même, comment dire, chantage, etc. Donc, parce que ça existe chez les adultes, mais aujourd'hui ça existe aussi chez les jeunes. Donc, ici, on va revenir avec donc, nos sénatrices, revenir sur le rapport. Et je cite, ici on va voir cette citation à l'écran, que la mission qui est préconisée, ce n'est pas de créer un délit spécifique de harcèlement scolaire, plus que l'ajout d'une nouvelle incrimination pénale à celles très nombreuses qui existent déjà, c'est le pilotage d'ensemble de cette politique publique qui doit être amélioré. Donc c'est tiré du rapport d'information harcèlement scolaire et cyberharcèlement. Donc Madame Mélon et Madame Van Egg, est-ce qu'on peut justement revenir sur le cadre juridique, certainement qui sera proposé, et les mesures de prise en charge de ces problématiques, peut-être davantage de prévention visiblement. Donc est-ce qu'on peut revenir dessus? Donc Madame Mélot ou Madame Van Egg ensuite. Ou Madame Van Egg, si vous êtes déjà à l'écran. Oui, oui. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous m'entendez. Oui, d'abord, merci de consacrer cette émission à ce grave problème qui concerne nos enfants. Merci à Victoire aussi d'avoir facilité ce moment. Cette mission d'information, Madame Mélot l'a indiqué, nous a permis d'entendre énormément d'acteurs en lien avec les enfants, qui ont pu nous faire part de leurs sentiments et nous permettre d'avancer et d'établir ce rapport. Ce que nous avons constaté au départ, c'est que des dispositifs existaient, ils existent, mais ils ne sont pas assez connus et pas assez efficaces. Par exemple, il y a déjà l'interdiction du téléphone portable au collège. Ça, c'est une mesure qui était de nature à réduire ce type de phénomène. Et on voit bien que ça ne le réduit pas parce que, ça a été dit, une fois que l'enfant est sorti, eh bien, il retrouve son téléphone, il passe des heures et des heures, d'ailleurs au détriment quelquefois de ses devoirs, de ses études, pour rattraper tout ce qu'il n'a pas pu entendre ou lire sur son portable durant la journée. Et ça continue le soir et la nuit chez lui. Voilà. Donc, des choses sont faites, ce n'est pas assez utilisé. Des numéros d'urgence ont été mis en place, mais force est de constater qu'ils ne sont pas assez visibles, pas assez accessibles aux enfants. Donc notre rapport s'est attaché à vouloir imposer que ces numéros d'urgence soient affichés un peu partout dans l'école, soient mis dans les espaces numériques de travail, soient à la disposition des enfants et des parents d'ailleurs, parce qu'ils ont aussi accès à l'ENT, et puissent avoir connaissance de ces numéros, pas seulement de ces numéros, également de messages d'alerte. Qu'est-ce que le harcèlement? Quand suis-je harcelé? Quand suis-je harceleur? Parce que les harceleurs ne le savent pas toujours. Quand suis-je témoin d'un fait de harcèlement? Voilà. Et si je suis témoin, si je suis acteur et si je suis victime, où, à qui puis-je m'adresser? Que ces choses-là soient très facilement abordables. C'est une des préconisations de ce rapport qui s'est basée sur un triptyque: prévenir, détecter, traiter. Nous trouvions inutile de passer par la loi. Ces 35 propositions qui sont très pragmatiques, je vous en ai cité quelques-unes, il y en a d'autres, sont immédiatement applicables. On peut immédiatement les mettre en œuvre. Encore faut-il que le gouvernement s'en saisisse et l'impose de manière réglementaire. Voilà, c'est une question je dirais, de volonté politique. Mais force est de constater aussi que ce n'est pas le cas, et que la proposition de loi qui est actuellement à l'étude et qui sera votée là très très prochainement
est très répressive. Bon, elle a le mérite d'exister et de poser les choses, mais grand nombre de nos préconisations, qui étaient pourtant faciles, ne sont pas reprises. On le regrette sincèrement. Très bien. Madame Milo, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Alors, je crois que il y a une prise de conscience, autant par le gouvernement que par tous les utilisateurs de la vie scolaire, mais qu'il n'y a pas encore assez de volonté pour pouvoir vraiment appliquer toutes ces préconisations qui sont très pragmatiques. Comme vient de le dire ma collègue, il s'agit de mesures simples qui peuvent être appliquées rapidement. Il faut pour autant que tous les acteurs de la communauté scolaire soient impliqués. Dès le début de l'année scolaire, il faut que les enfants sachent quels sont leurs droits, leurs devoirs, et que les parents soient associés aux mesures de politique préventive qui vont être appliquées. Je crois que jusqu'à maintenant, on n'a pas pris encore l'importance, la notion d'importance de ce fléau. Hein. On ne fait que des constats, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est la raison pour laquelle, dans nos préconisations, on a souhaité que le harcèlement le combat contre le harcèlement soit une grande cause nationale. Alors, je crois que, si on pouvait arriver à ce que dans l'année qui vient, le combat contre le harcèlement devienne une grande cause nationale, eh bien, on pourrait s'en emparer et faire en sorte que de véritables mesures soient prises et que tout le monde travaille dans le même sens. Parce que la communauté scolaire, ce sont bien sûr les élèves, les enseignants, tous ceux, les professions de santé qui travaillent à l'école, les assistants d'éducation, enfin tous ceux qui travaillent à l'école, mais ce sont aussi les parents. Il faut que les parents d'élèves s'impliquent. Et ça a été dit précédemment, les parents ne considèrent pas l'outil informatique à sa juste valeur, dans la mesure où il a été banalisé, et on ne se rend pas compte des méfaits que ces outils peuvent produire. Hein. Parce que le cyberharcèlement ne connaît pas de frontières temporelles, et il crée un continuum de violence entre l'école et le foyer de l'enfant. C'est dramatique. Hein, il y a des conséquences dramatiques. Alors continuons à travailler, et cette émission fait partie des outils utilisés pour faire prendre conscience de ce fléau. Et je crois qu'avec la volonté de tous, nous pouvons arriver à mener le combat. Tout à fait. Donc, effectivement, on va revenir là sur justement les solutions. Comment est-ce que ça se passe et quels sont les dispositifs, en tout cas actuels. Il est certain que les réseaux sociaux sont quand même effectivement des portes ouvertes sur beaucoup de mondes différents, parce qu'on a parlé justement de l'effet exponentiel des réseaux sociaux sur le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, mais c'est aussi quelque part des rencontres avec des prédateurs. Ça, on le sait, on ne le dit pas suffisamment, mais on a parlé on sait que beaucoup de jeunes sont, on va dire, sous influence aussi à travers les réseaux sociaux, que ce soit les terroristes, que ce soit les pédophiles, etc. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur ce sujet, Monsieur Guéga? Alors, nous, on intervient auprès des jeunes pour les sensibiliser justement aux risques liés à la mauvaise utilisation d'Internet, et on aborde effectivement ce sujet-là. Et quand on leur pose la question de savoir, est-ce que, par exemple, dans une classe, est-ce que certains parlent avec des inconnus sur Internet, il y en a entre environ la moitié de la classe qui discutent déjà avec des inconnus sur Internet.
Et on les sensibilise justement à l'utilisation de photos, de manipulation psychologique, où ils vont rentrer en contact d'abord avec des thématiques sur le collège, les problèmes avec les parents, etc., pour les sécuriser. Et ensuite, ils vont plutôt aller vers un réseau social un peu plus privé, pour ensuite demander des photos, WhatsApp, bien souvent dénudées, ou un rendez-vous dans la vraie vie par la suite, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est encore une fois, on ne veut pas être alarmiste ou penser qu'on diabolise les réseaux sociaux. Non, l'idée, c'est de dire qu'il est important que chacun se responsabilise, c'est-à-dire qu'un enfant face à un écran, c'est un enfant face à des personnes inconnues potentiellement et des prédateurs potentiellement. Donc on se montre, c'est une mesure de précaution. Donc là, est-ce qu'on peut parler justement des dispositifs aujourd'hui? On sait que la gendarmerie, comme la police nationale, dans l'esprit de beaucoup, c'est un lieu commun de penser que la police et la gendarmerie sanctionnent. On sait que c'est assure la sécurité publique, etc. Mais il y a aussi un travail de prévention. Donc, est-ce qu'on peut parler justement de la maison de la protection des familles? Oui, tout à fait. Donc, la maison de protection des familles a été créée depuis l'année dernière. Alors, elle était déjà créée, mais sous un autre nom, puisque avant, c'était les BPDJ, les brigades de prévention de la délinquance juvénile. Et donc, elle a pris le nouveau nom l'année dernière. Donc, maintenant, il y en a pratiquement une par département. Donc, nous, on est situé sur Bémao. Et on fait l'ensemble de la Guadeloupe. Et il y a un détachement sur Saint-Martin qui s'occupe de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et donc nous, nos missions, c'est principalement la prévention et surtout auprès des jeunes. Donc on a un gros partenariat avec l'Éducation nationale où on intervient surtout au niveau du collège pour les sensibiliser alors sur différentes thématiques, sur les violences de façon générale, sur les risques liés à l'utilisation d'Internet, mais aussi sur tout ce qui est toxicomanie et également sur les violences sexuelles, puisqu'on s'est aperçu que c'était un gros fléau également. Donc voilà, et on aimerait aussi aborder des thématiques au niveau des écoles primaires, mais il faut savoir que pour l'instant on n'est que 3 pour faire la Guadeloupe, donc c'est assez restreint, et donc on a un partenariat aussi avec les EMS, les équipes mobiles académiques, et on voudrait essayer de mettre en place un partenariat avec aussi les policiers municipaux qui sont un petit peu plus éparpillés sur l'île, qui nous secondent un petit peu au niveau de la prévention. D'accord. Donc il y a notamment le permis Internet qui peut être fait au niveau des classes de CM2. D'accord. Donc comment est-ce que ça se passe est-ce que c'est des jeunes qui vous sont adressés, ou est-ce que c'est un travail de veille ou un travail... Alors il y a 2 possibilités. Soit c'est le chef d'établissement qui fait appel à nous pour une problématique. Par exemple, s'il y a eu un problème de violence dans une classe, eh bien on va intervenir pour sensibiliser par rapport à cette thématique-là. Et ensuite, il y a l'autre cas où il y a un élève en particulier qui pose problème, à condition qu'il n'y ait pas de dépôt de plainte, puisque là, sinon, on n'est plus dans la prévention, où nous, on s'entretient avec non seulement le jeune, mais également avec les parents, puisqu'il faut qu'ils soient mis dans la boucle. Mais par contre, il n'y a pas de moyens coercitifs, c'est-à-dire qu'on propose cette solution-là aux parents. Après, à eux de prendre la perche ou pas. Donc après, on s'entretient avec le jeune, ce qui permet de faire un petit rappel à la loi, on va dire, et des fois de mettre le doigt sur certaines difficultés que l'enfant n'a pas osé aborder avec ses parents. Et pour le jeune, c'est bien d'entendre certaines choses d'une personne extérieure qui représente en plus les forces de l'ordre. Et également pour les parents d'entendre certaines choses, puisque parfois le jeune profite du fait qu'on soit présent pour lancer certaines choses qu'il avait sur le cœur et que les parents ne s'étaient pas du tout rendu compte, quoi. Tout à fait. Alors Madame Le Tourneur, vous faites partie donc du réseau départemental d'intervention. Est-ce qu'on peut en parler plus en détail et nous expliquer aussi si vous avez des dispositifs ou des relations justement avec la gendarmerie ou la police ou d'autres institutions pour encadrer
ces jeunes et peut-être prévenir plutôt que guérir. Donc, ce réseau qui, à l'origine, était un comité de pilotage, a pris le nom de réseau depuis l'an dernier avec un certain nombre de professionnels, hein, comme la proviseure vie scolaire, la conseillère technique du service social auprès du recteur. On a une conseillère sécurité du recteur, le service communication, puisque c'est important de les avoir, le service juridique, un inspecteur du premier degré, puisque le premier degré est très important aussi, puisqu'on veut aller vers anticiper un peu plus sur ces problématiques-là. Donc, plus tôt on interviendra, on espère avoir moins de situations à gérer quand ils vont arriver au collège. Donc, et depuis l'an dernier, on a intégré aussi Saint-Martin dans ce réseau. J'ai peut-être oublié du monde, mais bon, on est un ensemble de personnes. Les axes prioritaires de ce réseau, c'est d'un côté le suivi des situations individuelles. Donc, on reçoit des situations qui viennent de la plateforme, hein, du 30-20, qui après viennent au niveau local. Les situations peuvent venir aussi des chefs d'établissement, puisqu'il y a un document qu'ils remplissent, fait établissement, pour préciser les difficultés qu'il peuvent y avoir par rapport à ces situations, et en respectant un protocole de traitement des situations. On a aussi donc ce suivi de toutes les situations, et surtout les situations complexes, puisque certaines situations, le dénouement est quand même parfois un petit peu difficile, surtout parfois on se retrouve avec des parents qui utilisent les médias, hein, pour jeter du discrédit ou dire que bon, ils sont pas contents de la résolution de la situation. Donc on réfléchit ensemble. Comment on va aborder les choses, quels sont les entretiens qu'on va mener, vérifier que le protocole soit fait au niveau de l'établissement. Donc ça, c'est un aspect du suivi des situations. L'autre aspect, c'est la formation. Donc on essaye d'élargir le plus possible à former depuis 3 ans à peu près des référents. Donc, il y a des référents établissements qui sont nommés. Alors, très généralement, ce sont les CPE qui deviennent des référents, mais on a aussi des assistants sociaux, des infirmiers qui sont référents harcèlement dans l'établissement. Donc, qui vérifient un peu le bon fonctionnement du protocole, des actions qu'il faut mener dans l'établissement, avec des rencontres 2 ou 3 dans l'année avec les membres du réseau. On a aussi des ambassadeurs élèves qui ont été nommés. Donc, pour qu'ils soient nommés, il faut les sensibiliser au départ, leur donner les informations de base. Et ceux qui sont volontaires et qui se sentent effectivement concernés, qui ont des idées, qui ont envie de partager cette problématique-là avec d'autres camarades, ils sont intéressés et ils se mobilisent. Et lors des journées, ils proposent un certain nombre d'actions. Autre formation aussi, ce sont les personnels. Donc, des personnels nouvellement arrivés dans l'académie, les directeurs d'école, on a eu à faire des rencontres avec eux pour leur repréciser un peu l'importance de prendre en compte la parole de l'enfant, la parole de parents qui vient dire mon enfant est rentré chez moi et m'a dit qu'il se passait telle chose, ça fait 1 semaine que ça dure, vous ne m'avez pas appelé, qu'en est-il? Donc pouvoir donner des informations pour accompagner ces directeurs d'école également dans la prise en charge des situations. Un autre volet qui est fait aussi, qui dépend donc de ce réseau, c'est l'organisation du prix non-harcèlement, le prix à agir, en collaboration avec la MAE, qui donc au niveau local remet un chèque de 1 000 € à l'établissement qui a obtenu le prix. Donc ces établissements peuvent choisir de travailler soit sur une vidéo, soit sur une affiche. Et donc là, je regarde l'adjudant, puisque lundi prochain, on a la séance justement par rapport au jury de cette année, avec un certain nombre de partenaires, notamment la MAE, notamment l'adjudant, pour déterminer, pour prendre connaissance des supports, et puis établir quel établissement remporte la palme. Et effectivement, l'établissement qui a le prix participe au prix au niveau du national.
Donc, on a cette action, en fait, qui est là aussi pour mobiliser, donner de l'entrain aux équipes, aux directeurs par rapport à ces actions. Et ce qu'il faut retenir aussi également, c'est qu'on a dans les établissements scolaires ce qu'on appelle les comités vie lycéenne, vie collégienne. Donc là aussi, ce sont des élèves mobilisés, formés sur des actions et qui participent à des temps forts dans l'année, puisque comme on parle de cyberharcèlement et de harcèlement, on a un calendrier national en novembre. Il y a la journée nationale de lutte contre le harcèlement. Donc on a un certain nombre d'établissements qui participent. Les élèves mettent en place des actions sur place, les supports de vidéos, d'échanges, des sensibilisations. Donc les actions sont diverses et variées au niveau de l'académie et c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Et puis, autre élément aussi important par rapport au calendrier, on a la semaine du climat scolaire au mois de mars, ce qui nous permet effectivement d'aborder de nouveau cette problématique de la violence au niveau des établissements scolaires et donc de reparler du harcèlement. Donc on a quand même des moments importants. Ça ne veut pas dire que tout est gagné, que tout est parfait, hein. On essaye d'améliorer les choses et la dernière information que l'on a eue là cette année, c'est que le ministère a proposé un programme qu'on appelle le programme phare, c'est programme de lutte contre le harcèlement dans les écoles et qui reprend un peu les différentes attentes citées effectivement par les sénatrices et puis les choses qui existent déjà sur le terrain. Et donc finalement, à nous de renforcer tout ce qui est fait, à nous d'élargir le partenariat. Chose aussi très importante que j'allais oublier, parce qu'on a parlé de parents tout à l'heure, ce contact avec les associations de parents existe réellement, puisque en novembre dernier, on a fait une première visioconférence avec les associations de parents, et vendredi prochain, on a une deuxième visio. Et là, un hasard de calendrier, on va parler de nouveau du cyberharcèlement avec ces associations de parents d'élèves. Donc on essaye vraiment d'élargir cette sensibilisation, d'être au plus près des élèves, des familles. Je ne dis pas que tout est gagné, parce que c'est vrai qu'il y a des situations qui sont complexes, mais ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut qu'on élargisse la communication au sein des établissements avec les partenaires pour permettre qu'il y ait une réussite plus large par rapport à cette problématique. Très bien. Alors, adjudant, je reviens vers vous, mais c'est une question que je pose globalement, parce que je pense que effectivement, on voit qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place et c'est vraiment très intéressant de voir comment l'éducation nationale aussi s'est démaillée un peu la question sur toute l'année, donc que ça reste une question à l'ordre du jour tout au long de l'année, ce qui permet de ne pas perdre, on va dire, contact avec la problématique. Mais est-ce que les jeunes, du coup, qui sont concernés par qui sont soit harceleurs, comme l'a dit la sénatrice, ou harcelés, est-ce qu'il y a un suivi psychologique qui est proposé ensuite, peut-être pour mettre aussi des mots sur les actes qu'ils ont posés, parce que ce sont des actes souvent très violents et qui, je pense, démontrent aussi que les jeunes, vous avez parlé de jeu justement, ne mesurent pas nécessairement les actes qu'ils posent et qui sont bien souvent des actes plus que délictueux, qui sont des actes criminels. Oui. Donc dans le harcèlement ou cyberharcèlement, il faut travailler sur trois groupes, c'est-à-dire sur la victime, sur l'auteur et, ça a été cité tout à l'heure, sur les témoins. Parce que sans témoin, le harceleur perd un petit peu de sa prestance et du coup aura moins tendance à harceler. Après, la difficulté par rapport au harcelé, c'est la libération de la parole. Et là, je pense que c'est justement là le point sensible. Et je pense que vous l'avez évoqué, alors nous on appelait ça les élèves pairs, ambassadeurs, c'est un peu la même chose. C'est vrai que la prévention l'information passe mieux des fois par les pairs, PAIR, que par l'adulte qui a déjà une certaine autorité sur l'enfant. Donc après, en travaillant sur les témoins, on peut les faire travailler sur l'empathie et justement pour
aller aider la victime pour lui-même aller vers le CPE ou l'infirmière scolaire, qui est aussi une fonction très, très, très importante au niveau de l'établissement. D'accord, très bien. Alors on va revenir vers nos sénatrices justement sur cette question, sur la question justement qu'on vient de poser sur la prise en charge psychologique. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que dit justement le rapport sur ces questions-là, c'est-à-dire la prise en charge et l'agir collectif justement pour renforcer la prévention contre le harcèlement? C'est à qui Je parle à Madame Mello et Madame Van Egg. Oui, bien sûr, il faut prendre en charge les victimes, hein, il faut prendre en charge les victimes, il faut agir contre la violence. Il y a, on l'a dit, les victimes, les harceleurs et les témoins. Il faut que tous les acteurs soient pris en compte, et il faut que tous ces acteurs comprennent ce qui suscite la violence. Donc, en agissant contre cette violence, on va semer les graines d'une société de la bienveillance, et on fera de l'école un lieu où vraiment on peut transmettre les savoirs et transmettre la sociabilisation. C'est ce qui doit se faire à l'école, hein. Et bon, c'est l'éducation nationale qui est en charge de transmettre toutes ces valeurs, hein. Bon, bien sûr, je n'oublie pas la famille qui est en charge de transmettre l'éducation aux enfants. Alors tout ça, ça doit se faire sous forme d'information, de formation. Nous l'avons bien dit, il faut prévenir, hein, c'est la prévention, et je crois le premier des buts à atteindre, hein, avant de constater, de détecter le harcèlement et ensuite de le traiter. Et pour le traiter, bon, il y a des moyens qui sont, par exemple, ce que l'adjudant a cité. Il y a des stages de sensibilisation, il y a des moyens juridiques même qui existent, hein, parce que ces moyens peuvent être utilisés, c'est un recours. Et il faut en tout cas que les établissements scolaires puissent signaler tout fait de harcèlement. Je crois que jusqu'à maintenant, on ne l'a pas assez utilisé. Les établissements scolaires avaient tendance à essayer de trouver une solution et qui n'était pas suffisante pour pouvoir lutter contre le harcèlement. Mais bon, il faut aussi suivre les harceleurs, parce que il ne faut en aucun cas que le harceleur s'installe dans un rôle de faiseur de violence, et qu'on retrouve cet enfant à l'âge adulte à nouveau dans des faits de délinquance ou dans des faits de violence sexuelle. Et voilà, donc tout commence à l'école. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'agir dès le départ, et c'était un des buts de notre mission, agir contre le harcèlement scolaire qui, de nos jours, s'est transformé en cyberharcèlement, puisque bon, c'est l'outil que tout le monde utilise. Tout à fait, qui semble d'ailleurs beaucoup plus volatile, enfin moins tangible pour nous. Justement, alors on a parlé de cette sensibilisation des familles, des encadrants et des personnes concernées, des enfants concernés en l'occurrence. On a vu des actions justement fin 2021, en décembre, au moment des fêtes, dans les établissements autour de l'empathie, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on aura deux dernières questions parce qu'on arrive presque au terme de l'émission, est-ce qu'on peut dire qu'il y a peut-être
une carence aussi au niveau du lien émotionnel entre les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tendance peut-être à donner une image déformée des relations interindividuelles. Je veux dire, par exemple, quand on va, comment dire, starifier ou admirer des personnes comme Kim Kardashian qui a fait carrière à partir d'une sextape qui a été mise en ligne. Il faut le dire, ce sont des personnes que les jeunes aiment, qu'ils suivent, auxquelles ils s'identifient. On voit aussi dans les films, dans les séries, voilà, il y a énormément de choses comme ça sur des questions de domination, puisqu'on parlait, Madame la sénatrice Mello parlait justement du fait qu'on veut empêcher de s'installer des comportements qui soient justement répréhensibles quand ils vont arriver vers l'âge adulte. Est-ce que c'est une question aussi qu'on peut se poser, c'est-à-dire l'effet aussi des réseaux sociaux qui ont peut-être aussi, avec tous les ressorts un peu de récompense, avec les likes, etc., qui vont déformer aussi peut-être leur vision du monde ou de leur relation à l'autre. Est-ce que c'est des questions? Je voudrais quand même avoir un peu, parce que je voudrais que mes collègues soient quand même sensibilisés. Oui, non, parce qu'elles ont fait de très bonnes recommandations, oui. Et j'aurais souhaité que les recommandations soient connues de tous. C'est sur le site du Sénat, mais je crois que ce soit au niveau de l'éducation nationale, de la gendarmerie, enfin bon, eux, de toute façon, ce sont des personnes qui sont déjà sensibilisées, mais ça devient aussi un problème politique, parce qu'en fait, 21 jeunes qui se suicident à cause de cette problématique, à cause de harcèlement, de cyberharcèlement, ce n'est pas rien pour la société, pour les familles, pour l'éducation de façon générale. Aujourd'hui, on doit impliquer tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle que dans le cadre de la loi sur les violences sexuelles et sexistes, j'ai fait introduire la notion de cyberharcèlement également. Il y a un certain nombre d'outils qui existent et mes deux collègues l'ont dit. Les recommandations, ce sont des possibilités qui sont simples et qu'on peut mettre en œuvre assez rapidement. Mais il y a également, en dépit de tout ce qui se met déjà en place, et on voit bien qu'ici en Guadeloupe, il y a quand même des actions, que ce soit au niveau de la gendarmerie, du rectorat, mais maintenant, il faut impliquer les CLSPD. Il y a des CLSPD, des CISPD également, qui sont des comités de lutte contre la prévention, pour la prévention de la délinquance. Il y a des groupements locaux d'intervention dans les différentes PCI, dans nos communautés d'agglo. Donc, il faut les activer et il faut sensibiliser aussi à ce niveau-là. Parce qu'en fait, les polices municipales, et là, je pense que les polices municipales, en zone et police, en gendarmerie également, sur l'ensemble du territoire, hormis le fait qu'il y ait cette belle implication déjà dans la gendarmerie en termes de prévention. Mais il faut que maintenant, à tous les niveaux, qu'on soit très sensibilisés sur ces problématiques-là. Au niveau de l'éducation nationale, il faudrait aussi dans les règlements intérieurs qu'on puisse introduire cette notion-là, parce qu'il y a des règlements intérieurs. Alors, je ne sais pas pour le moment quels sont les contenus, mais on doit tenir compte et saisir justement cette opportunité avec la promulgation de cette loi, mais aussi ce rapport, et qui est un outil pour les chefs d'établissement, mais aussi pour les parents d'élèves et pour toutes les composantes de la société. Eh bien, je crois que nous devons travailler de façon très, je dirais, en lien les uns avec les autres, parce que les politiques publiques qui doivent être mises en place sur les communautés d'agglo, par exemple, parce qu'il y a des outils de prévention qui sont ceux des maires. Les maires ont aussi un rôle à jouer. Et dans les communes et en fonction du nombre d'habitants, il y a des groupements qui sont faits également pour la prévention des familles. Il y a les contrats locaux de santé, donc en impliquant également l'ARS, mais les collectivités qui ont signé ces contrats locaux de santé, de pouvoir travailler avec dans ces mêmes communautés d'agglo sur les CSPD, CISPD et avec les différents acteurs, parce que quand on regarde bien, le rectorat et partenaires signent la convention, que ce soit au niveau des CLSPD, que ce soit au niveau des CISPD, que ce soit au niveau des contrats locaux de santé. Les gendarmes sont impliqués de fait dans toutes ces structures-là. Donc il y a un maillage territorial pour permettre aux politiques d'être très sensibilisés sur ces problématiques-là, aux parents impliqués dans les associations de parents d'élèves, mais pas que, aux parents de façon générale. Parce que c'est un problème de santé publique, mais aussi des problèmes pour avoir lu le rapport. Et vraiment, c'est important ce qui qui est dit dans ce rapport, qui est méconnu de tous. Je crois que nous devons tous travailler pour faire mieux connaître les problématiques. Et les exemples qui sont faits, effectivement, il y a des exemples de stars, mais tout le monde n'est pas une star. Et puis les stars vont au-delà de ce qui est dans la limite des codes. Et là, justement, les enfants qui ont envie de s'habiller de n'importe quelle manière, qui ont envie de changer tout ce qu'il y a sur leur corps parce qu'elles ont vu. Donc, nous devons aussi encadrer. Et pour encadrer, c'est l'affaire de tous.
Et vraiment, je suis très, très heureuse d'entendre ce qui se met en place. Je savais déjà qu'il y avait des outils, des choses qui étaient en place, mais je suis très contente. Mais le rapport de mes collègues mérite d'être connu de tous. Et elles ont laissé la séance pour être avec nous, mais les recommandations, ce sont des recommandations qui sont importantes pour chaque parent, pour chaque jeune, pour chaque professionnel, d'où qu'il soit, parce que c'est important pour l'avenir de la société, de la cohésion sociale également. Tout à fait. Vous allez juste dans le sens de ma dernière question, qui était de savoir s'il ne serait pas intéressant, finalement, quand il y a des rapports comme ça qui sont publiés et qui sont... Parce que tout le monde ne suit pas, malheureusement, les séances parlementaires, mais ce serait intéressant peut-être de faire des conférences, enfin, voilà, que nos élus se saisissent aussi localement de la question avec les institutions et peut-être informer aussi le public plus directement sur tout ce que vous venez de dire. Je pense que c'est exactement dans le sens dans lequel vous allez. Donc effectivement, la conclusion de ce rapport, enfin le dernier point, c'est justement de faire dès 2022-2023, donc avec les présidentielles justement, de la lutte contre le cyberharcèlement scolaire, une grande cause nationale, comme l'a dit la sénatrice. Et donc je pense qu'il faudrait, au niveau local, effectivement, resensibiliser chacun, chacune, à travers peut-être des rencontres en dehors des établissements, etc., qui permettent... voilà. Donc on est content d'avoir fait cette émission avec les sénatrices, la gendarmerie et l'éducation nationale, en espérant que ça vous aura apporté des informations. Donc le rapport, il est disponible en ligne, sénat.fr, donc c'est le numéro 843. D'accord, et vous pouvez le trouver et télécharger en PDF, je pense. La gendarmerie, donc, si on veut se rapprocher de vous, est-ce qu'il y a un moyen? Est-ce que vous êtes sur les réseaux? Alors, on est sur les réseaux, notamment sur Facebook, Gendarmerie Guadeloupe. Après, nous, on est situé au même endroit que la brigade de gendarmerie de Bémao. Et donc, autrement, on a un numéro de téléphone où on est facilement retrouvable dans l'annuaire. Dans l'annuaire. L'éducation nationale, donc on voit déjà tout ce qui est fait. Oui. Je pense que d'ailleurs les idées de notre sénatrice Victoire Jasmin sont intéressantes, hein, c'est-à-dire aussi peut-être dans le règlement intérieur, peut-être entériner vraiment. En tout cas, il y a déjà un gros travail de sensibilisation qui est fait. Donc déjà, on félicite l'éducation nationale de savoir que voilà, que tout le monde se saisit de la question. On espère qu'on va continuer avec les associations, tous les acteurs du territoire, à travailler dans le sens justement de pallier en fait à cette problématique du cyberharcèlement, faisant de chacun et chacune de nous des utilisateurs responsables sur les réseaux. Donc effectivement, tout le monde n'est pas une star, mais tout le monde s'identifie aux stars et tout le monde voudrait être influenceur ou influenceuse demain. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'être conscient en fait de la portée de ces actes sur les réseaux sociaux et du tort qu'on peut causer en fait aux autres par ce biais-là. Voilà, donc on remercie nos intervenants, on remercie nos sénatrices à Paris, Madame Colette Mello et Madame Sabine Van Egg, qui sont dans l'Hexagone et qui étaient avec nous en visioconférence. Madame Victoire Jasmin, donc sénatrice de Guadeloupe, Madame Le Tourneur donc de l'Éducation nationale et Monsieur Guéguin de la Gendarmerie nationale. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Tanama. Bonne soirée. Merci. Bonsoir.